Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On ne reverra pas Youssef Attal sur un terrain avant 2024. À quel niveau on se trouve dans l'islamisme de ce joueur? Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, de la simple bêtise, et l'enquête le dira? C'est un footeux, donc c'est compliqué de plus le voir sur un terrain, etc. Le joueur de football est quelqu'un qui a une notoriété certaine, qui a plus de 3 millions de personnes qui le suivent sur ce post Instagram. C'est insupportable, ce n'est pas acceptable d'appeler à la mort des Juifs. Je crois qu'on ne peut pas laisser passer ça. Et donc le footballeur de l'OGC Nice, Youssef Attal, suspendu pour 7 matchs après avoir partagé une vidéo antisémite sur Instagram. On pouvait y voir un prédicateur islamiste en appeler à un jour noir pour les Juifs. Le joueur algérien est sanctionné par la Ligue de football professionnel, mais aussi de son club qui n'a pas fait appel de cette décision. Oui, les grands sportifs ont-ils une emprise sur nos jeunes? Ont-ils une influence sur eux? Pourquoi la religion s'immisce-t-elle autant dans le sport en ce moment? Les salles de sport sont-elles devenues des espaces de recrutement pour les islamistes radicalisés? Comment empêcher le séparatisme dans les clubs de sport? Vous avez vécu du séparatisme dans un club de sport, vous l'avez vu? Venez témoigner au 0826 300 300. Islamisme dans le sport, notre jeunesse est-elle en danger? Et vous dites oui à 88%. Et notre invité pour en parler, Patrick Caram, qui est avec nous, vice-président à la jeunesse et au sport de la région Île-de-France, co-auteur de ce livre noir du sport chez Plomb. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, cher Patrick Caram, Philippe Bilger, forcément cette décision et cette situation qui est, je crois, une première aujourd'hui. Alors, il y a deux choses, Cécile, de mon point de vue en tout cas. D'abord, même si je discute cette manie des footballeurs et d'autres sportifs de donner leur point de vue sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, je ne vois pas non plus au nom de quoi je leur interdirais de prospérer dans une sorte d'individualisation d'aujourd'hui où chacun se croit autorisé à donner son avis sur n'importe quel sujet, et donc les footballeurs vont dans ce sens-là. Deuxième élément, et là j'espère, Patrick Caram dira ce qu'il en pense, je suis tout le temps écartelé au sujet des footballeurs, et je le suis pour Attal, entre le constat d'une bêtise et en même temps le caractère scandaleux du propos. J'aurais tendance à trouver que la sanction est très dure, trop dure, parce qu'il m'a toujours semblé que si on admet qu'il y a plus de bêtises que de malfaisance dans le propos d'Attal, c'est donner une forme de noblesse à la bêtise que de la sanctionner trop durement. Françoise Degois. Moi, je pense que la sanction n'est pas trop dure, et c'est en ça que c'est très important de mettre des finesses et des nuances entre Karim Benzema, qui est accusé sans aucune preuve d'être proche des frères musulmans, à qui on demande des chances de nationalité parce qu'il a osé faire un tweet sur les enfants de Gaza sans jamais parler du Hamas, et Youssef Attal. Vous comprenez bien que c'est bien qu'on mélange pas tout. Moi, autant j'ai défendu Benzema parce qu'on ne peut pas pratiquer le procès d'intention au sens propre du terme, et en plus ça, il a le droit de dire ce qu'il dit, même si on regrette qu'il ne dise pas un mot sur Israël. Autant Youssef Attal, c'est très grave. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il est jeune, qu'il est dans un environnement qu'il comprend pas bien. Non, il sait très bien ce qu'il retweet, un type qui dit des horreurs sur les Juifs. Donc, mais ça n'a aucune importance. Alors là, qu'il s'excuse ou pas, il a 3 millions de followers, il a une influence. Nice, il y a un problème en plus de ça avec Nice dans les deux sens d'ailleurs. Donc non, ça me va très bien. Je pense qu'il faut sanctionner durement. Ils ont une influence incroyable, les footballeurs. Incroyable. D'ailleurs, le procès qu'on a fait à Benzema, je comprends pas pourquoi on l'a pas fait, par exemple, à Nabil Fekir, qui a tweeté aussi. Oui. Ou bien, non, Mohamed Salah, c'était un peu plus soft, un peu mieux fait. Mais sérieusement, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Sébastien Ménard. Alors là, pour le coup, je trouve Françoise sévère et excessive, et je vais plutôt me ranger derrière Philippe, parce qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de bêtises derrière tout ça, et que si on veut justement travailler pour quelque part tenter d'adresser naïvement un peu un espèce de monde meilleur, je pense qu'il faut décortiquer. Il faut décortiquer ce fait-là, expliquer, réexpliquer encore. Je pense qu'il y a nécessairement besoin d'énormément
énormément de pédagogie, de bienveillance, et effectivement faire la différence entre il y a des gens qui sont de vrais criminels intellectuels, clairement, de celles et ceux qui sont intellectuellement nuls et bêtes. Est-ce que l'opinion est capable d'entendre ce que vous dites? Non, mais c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème de sévérité. On me dit toujours que je suis laxiste. Je suis désolé. Mais là, non. Là, vous êtes très sévère. Mais je suis super sévère. C'est pas un abruti, Youssef Attal. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il retweet. Donc, ça veut dire que ça correspond à ce qu'il pense. Écoutez, sérieusement. On ne sait pas s'il est bête ou pas bête. On le sait pas. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il est footballeur. Vous auriez dit ça d'un jeune étudiant. Donc, non, on peut considérer qu'à 19 ans, il est mature. Il retweet un type qui dit des horreurs sur les juifs. C'est tout. Avec nous, il a de la chance même de pas être condamné. Pardon. Avec nous, Patrick Caram, vice-président à la jeunesse et au sport de la région Île-de-France, co-auteur du livre noir du sport. Patrick Caram, un footballeur de haut niveau suspendu pour apologie du terrorisme, c'est une première? Alors pour moi c'est une première, je l'avais jamais vu auparavant, et dans cette affaire-là, en fait, il s'est pas contenté de soutenir les Palestiniens, ça c'était son droit. Oui. Il aurait pu dire moi je soutiens les Palestiniens et je pleure les morts. C'est pas ce qu'il a fait. Il retweet un prédicateur islamiste, un des plus enragés, un Palestinien qui ne cesse d'appeler à la mort des Juifs. Il retweet donc ce prédicateur sur des propos qui appellent clairement, lorsqu'on dit jour noir, il dit on appelle à éradiquer les Juifs. Bien sûr, donc là-dessus, il n'a pas il n'y a pas d'excuse à trouver. Oui, il n'y a pas de nuance en fait, c'est clair. Il n'y a pas de nuance dans son propos. Et j'ajoute que les footballeurs, comme les sportifs de haut niveau dans leur ensemble, ils ont un devoir d'exemplarité. Il faut qu'on se mette ça une fois dans la tête, qu'ils ont un devoir d'exemplarité et qu'on arrête de leur trouver des excuses parce qu'ils sont suivis par des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de jeunes qui les prennent en référence. Et donc on doit être absolument impitoyable. Il faut que ce qui lui arrive, c'est-à-dire cette suspension. Alors pour l'instant, il y a une procédure judiciaire. On verra s'il est coupable et on verra ce que dira le tribunal. Mais en tout cas, pour l'instant, la mesure qui est prise, c'est une mesure qui doit servir de pédagogie pour d'autres qui seraient tentés de tenir les mêmes discours. Une question, Patrick Caram, nos auditeurs nous disent, comme Ludovic nous dit, le sport est censé être un vecteur d'intégration et d'inclusion. On n'est pas tout à fait dans ce sujet sur certains clubs de sport, on est d'accord? Alors, le sport est un vecteur d'éducation et d'inclusion. Il faut être très clair. Dans son immense majorité, le sport est un vecteur d'inclusion et d'éducation. Notre livre avec Magali Lacrosse prouve bien que c'est le cas, mais il y a des dérives. Et le sujet, c'est de sanctionner de manière ferme, sans trembler, ces dérives-là. Et je faisais la différence entre le sport en général et certains clubs de sport. Mais il y a, alors pas seulement les clubs de sport, il y a la question de certains clubs communautarisés, certains clubs où vous avez des gens qui ne respectent pas la laïcité et les valeurs de la République, c'est un deuxième cas de figure. Et un troisième cas de figure, certains clubs où vous avez des personnes radicalisées qui figurent sur le fichier FSPRT, c'est-à-dire le fichier des signalements des personnes radicalisées à visée terroriste. Ces personnes-là et ces clubs-là doivent être impitoyablement recherchés et puis il faut absolument les sanctionner. Or, nous avons aujourd'hui un problème, c'est que nous avons à peu près 1 millier, c'est ce qui a été révélé au colloque avec Valérie Pécresse, j'ai organisé à la région Île-de-France. C'est Gluclat qui nous avait donné ces chiffres-là. C'est à peu près 1 millier de personnes radicalisées dans des clubs de sport. Et aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont. Nous avons mis en place une formation et des signalements, mais le problème c'est que c'est comme pêcher sortir à coup de cuillère, vider la mer. Il faut absolument que l'État partage ces informations avec les clubs. Patrick Caram, si je ne m'abuse, mon père était vice-président d'un club amateur de bon niveau. Pour les éducateurs sportifs, il devait avoir un casier vierge pour les affaires d'agression sexuelle sur mineurs, etc. Oui. Et on ne demande rien sur le fichage pour de radicalisation. Vous pouvez me confirmer ça? Alors, c'est totalement paradoxal. Quand vous êtes c'est pour ça que ça me paraît paradoxal. C'est pour ça que je vous le demande. Animateur sportif professionnel et maintenant même amateur, ça a été mis en place il y a 2 ou 3 ans. Vous avez, le club a l'obligation, la ligue, la fédé a l'obligation de tester votre honorabilité. Donc, qu'est-ce qu'on teste? Sur le logiciel, je vais être un peu technique, Gamtam, on regarde tout votre pédigré. Est-ce que vous avez fait ceci ou cela dans le champ de la violence ou de la violence sexuelle
sexuelle. Il y a ensuite le casier judiciaire, le B2 qui est examiné. Qui est examiné. On demande au centre, je crois que c'est à Rennes, de renseigner le B2. Et puis vous avez le CADINT, c'est le cadre interdit. C'est-à-dire que vous avez une liste noire des éducateurs qui ne peuvent être pris nulle part en France. Nous avons ça donc sur ceux qui commettent des actes de violence sexuelle et qui ont été condamnés ou qui sont suspendus, même suspendus. Rien de tel pour la radicalisation. Rien de tel pour la radicalisation. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont suivies par nos services de renseignement et nous n'avons pas d'outils pour informer les clubs de ne pas les embaucher, de ne pas les prendre et ne pas les mettre en situation avec des mineurs. Sébastien Ménard veut réagir et après on part au 0826 300 300. Sébastien Ménard. Moi je pense que la sanction, encore une fois je confirme ce que j'ai dit, je pense que la sanction elle est nécessaire mais elle est excessive. Aujourd'hui ce dont on a besoin c'est de déconstruire le discours qui est l'histoire qu'on peut raconter, les fables qu'on peut raconter dans les banlieues qui font finalement de l'autre, le juif, le sionisme, etc., le mal absolu. Alors qu'en fait on a vécu, moi qui ai une quarantaine d'années, on a vécu dans des banlieues très compliquées tous ensemble, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit hindouiste, qu'on soit agnostique, on était tous ensemble et il n'y avait pas de problème. Le problème c'est qu'aujourd'hui on a besoin de déconstruire ce discours de haine et je ne suis pas certain que c'est par des sanctions. Oui, il faut une sanction évidemment, mais dire que parce que la sanction va être exemplaire, etc., ça va nécessairement calmer tous les autres, je suis intimement convaincu du contraire. Allez. Moi je voudrais dire, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas si Patrick Caram est d'accord avec moi, c'est que la sanction c'est un signal pour celui qui commet l'acte, mais je pense que c'est un signal très fort, et moi c'est ce que je crois, pour les influenceurs. Évidemment ces gens-là ne sont pas tout seuls comme ça, c'est pas une génération spontanée. Non, ça suffit pas. Je finis. Je pense que tous les gens, tous les influenceurs, c'est-à-dire les influenceurs islamistes de cette jeunesse-là, je pense qu'il faut des sanctions lourdes, non seulement pour la jeunesse, pour les gens qui commettent, mais ça envoie un signal très sévère aux influenceurs. Peut-être qu'ils penseront différemment, mais ils ne relayeront pas. Patrick Caram, juste après, on part au standard. Juste un mot. Premièrement, la sanction, là, a valeur pédagogique. Il s'agit donc de dire ça, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais dans cette affaire-là, ça n'est pas encore une sanction. C'est simplement une mesure suspensive. Une mesure suspensive qui est prise dans l'objectif de pacifier le débat et parce qu'il y a eu une grande émotion et de faire en sorte que l'enquête ait le temps de se poursuivre. Une enquête administrative que l'État peut mettre en place, une enquête disciplinaire que la Fédé peut diligenter et puis une enquête judiciaire. Vous avez 3 volets possibles. Eh bien, ces 3 volets-là, il faut que ça puisse se tenir. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore sur la sanction. On est sur une mesure suspensive. Allez. Et c'est pas une sanction. Juridiquement, ça n'est pas une sanction. 0826 300 300 et Didier est au standard. Il veut réagir. Rebonsoir Didier. Rebonsoir Didier. Oui, bonsoir. Écoutez, moi je suis tout à fait sur la position de Françoise et l'intervenant, le président, vice-président Patrick Caram. Absolument. Les propos sont graves, les propos sont invraisemblables. Il y a quand même des mots qui sont pas acceptables de la part de gens qui ont un minimum d'influence et autres. Ce que je voudrais rajouter également, c'est ce qui a été fait sur l'école, et notamment sur les principes de laïcité. Je pense que toute action qui prend en compte le parcours éducatif d'un jeune, le parcours d'intégration d'un jeune, doit avoir une action conduite, une sensibilisation, une formation, enfin en tout cas il y a des principes de laïcité, et notamment dans un pays comme le nôtre, qui doivent être rappelés, alors évidemment avant la majorité, pas après, en l'occurrence le joueur en question il est majeur, et j'espère vacciné, mais sur les tranches d'âge avant, sur les travaux que font les clubs et autres, je pense que la position du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sur un certain nombre de points à cette rentrée, sur le secteur du sport, et notamment des clubs et des jeunes, peut-être que ce genre de propos de la ministre de la Jeunesse et des Sports serait le bienvenu et serait en tout cas nécessaire. Je pense qu'on a besoin d'avoir sur ces... et surtout dans le contexte actuel, la situation il ne faut pas agir quand c'est trop tard. Et je crois que là, il y a besoin de rappeler un certain nombre de principes forts, et notamment, on sait bien le rôle du sport chez les jeunes,
Je pense qu'il faut aussi utiliser alors peut-être pas avec les mêmes méthodes et la même manière et la même approche qu'à l'école, mais je pense que c'est indispensable. Oui, allez. Philippe Bilger. Restez avec nous, Didier. Merci beaucoup pour votre témoignage, Philippe Bilger. Patrick Caram, si je suis non pas réservé, bien sûr, mais comme Sébastien, je trouvais que la sanction, et j'ai bien compris la nature de ce que vous avez évoqué, est un peu sévère. Ça vient du fait que, malheureusement, mon pessimisme foncier, notamment en matière de sport, va me conduire à penser que l'avenir ne augmentera ce type de propos et ce type de comportement scandaleux. Et je ne voudrais pas que dès le premier, on dépasse la mesure pour être le lendemain confronté à une forme d'impuissance. Il est fondamental de respecter une hiérarchie des attitudes, me semble-t-il. Alors, si vous permettez, c'est l'ancien magistrat qui parle et j'apprécie votre mesure, Philippe Bilger, mais je veux juste vous dire une chose, c'est que si vous n'agissez pas de manière très forte et tout de suite, vous laissez le phénomène sans sanction avec un sentiment d'impunité qui se répand. Ça ne veut pas dire que ça ne se poursuivra pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres sujets, mais il faut qu'à chaque fois, ceux qui commettent de tels actes s'interrogent, est-ce que ça en vaut la peine ? Parce qu'ils vont penser ce qu'ils veulent, mais la question c'est est-ce qu'ils vont dire ce qu'ils pensent. C'est tout le sujet. Et puis moi je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes confrontés en Île-de-France à une offensive d'un certain nombre de clubs, 69 clubs, qui veulent imposer le voile sur les terrains en compétition contre les règlements de la Fédération française de basket. Donc, avec Valérie Pécresse, nous avons reçu tous les cadres de la Fédé et nous avons décidé de les aider. Et aujourd'hui, devant l'action de la région, nous avons dit, plus €1 pour ces clubs et nous avons appelé les maires, nous avons appelé les présidents des conseils départementaux. Aujourd'hui, vous avez 50 clubs qui ont fait marche arrière. Reste donc pour l'Île-de-France 15 clubs. Ça veut dire qu'en fait, nous avons cassé une offensive qui aurait pu avoir des conséquences graves. D'autant plus grave que celui qui montait cette offensive, c'est un élu de Noisy-le-Sec, qui est président de son club, mais qui avait été mis en garde à vue en juillet parce qu'il avait appelé à intensifier les émeutes. Vous voyez donc bien qu'il y a parfois des moments où il faut être intransigeant et ne pas montrer que la démocratie, c'est le règne du foutoir et du permissif. Merci beaucoup Patrick Caram d'avoir été avec nous, un vice-président à la jeunesse et au sport de la région Île-de-France.